pestiférer de la région de manière à ce que, à chaque fois que vous voulez rentrer dans un pays voisin, on va vous insulter. J'ai une amie qui voulait rentrer la dernière fois au Ghana. Elle m'a raconté une histoire qui m'a fait tellement mal. En même temps, ça ne m'a pas surpris. Elle voulait rentrer au Ghana parce que sa mère a un côté ghanéen. Il y a eu un décès. Elle veut aller dans la Volta Ridine au Ghana là-bas pour aller aux obsèques. Et en voulant franchir la frontière à Côte d'Ivoire, vous connaissez les Ghanéens. Comment ils raquettent les gens qui franchissent la frontière. Et puis leur addition maintenant au CFA parce que la monnaie ghanéenne est totalement tombée. Donc quand vous voulez franchir la frontière, les Ghanéens vous demandent forcément de l'argent et du CFA. Ils ne prennent même pas du CD, CFA. Alors, l'agent d'immigration au Ghana ou bien le douanier, je ne sais pas qui, il demandait l'argent avec beaucoup d'insistance et avec une certaine violence. Il voulait 5 000 francs, compte dans 5 000 francs. Après qu'elles aient fait toutes les formalités. Mais l'agent était tellement... Il voulait l'argent. Et notre soeur, notre soeur togolaise, qui dit, mais vous exagérez, vous les Ghanéens, tout ça. Qu'est-ce que vous savez ce que l'officier, l'agent du Ghanéen a dit? Il dit, mais... si tu n'es pas content, retourne dans ton pays poubelle là-bas. Retournez dans votre pays poubelle là-bas. Si tu n'es pas content, retourne dans ton pays poubelle. Et je te dis de ne pas aller jusqu'à Accra. Hein. Tu peux juste rester là-bas à Plaou, tu vas à Dénou, tu vois comment le Ghana est joli, le Ghana est beau. Après, tu peux retourner chez toi à Lomé, dans votre poubelle là-bas. C'est ce que l'officier ghanéen lui a dit. Elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait même pas lui répondre parce qu'elle n'avait même pas d'argument pour lui répondre. Elle a dû payer les 5 000 francs. Une de ses soeurs lui a dit, tu fais un ennemiadio. Et nous, Wami, les Togo. Et nous, Jorimiadi, les Togo. Vous imaginez? Le gars lui a dit, mais tu payes ou tu passes, tu ne payes pas, retourne dans ton pays poubelle là. Votre pays poubelle là, on ne sait même pas si c'est un pays. C'est ce que l'officier ghanéen lui a dit. Et c'est ce que nos sœurs et nos frères subissent à chaque fois qu'ils doivent franchir la frontière du Ghana. Maintenant, c'est les Béninois. Ils commencent par se moquer de nous. Donc un jour, nous ne serons pas surpris que ces gens-là, ils finissent par nous demander un visa pour rentrer chez eux. Parce que nous, le temps s'est arrêté chez nous. Le temps s'est arrêté chez nous parce que nous avons des dirigeants qui n'ont aucune vision, qui ne sont pas patriotes, qui ne veulent rien faire. Qui sont là juste pour le pouvoir, jouir du pouvoir. Ils ne veulent rien laisser à la postérité. La Côte d'Ivoire est en train de faire le métro. Le Ghana a prévu faire maintenant un métro. Moi, j'ai vu le plan du métro de Accra la dernière fois. Le Bénin est en train de réfléchir à faire un tram. Ils n'ont pas les moyens pour faire un métro. Mais regardez les rails à Lomé. Les rails que les Allemands ont abandonnés depuis 1900 combien? 1914. Regardez ce que les rails sont devenus. Les gens ont coupé les rails pour aller vendre Gakpo Gbeble. Alors qu'on pourrait récupérer ces rails-là, moderniser la circulation urbaine à Lomé, et faire les transports en commun, diminuer les émissions, la pollution et tout. Mais il suffit d'avoir des dirigeants visionnaires. On peut avoir des trains par ville, des trains qui peuvent quitter Tivier le matin, amener les gens travailler à Lomé, des trains qui vont quitter Anéron pour venir à Lomé, des trains qui vont quitter peut-être Zanguera pour venir à Lomé. C'est des systèmes de tramway pour des pays qui n'ont pas suffisamment d'argent pour faire des métros. On peut le faire à Lomé. Le plan est déjà là. Les Allemands ont laissé les trains avec les emprises des rails. Il suffit d'avoir des dirigeants visionnaires. Aujourd'hui, même pour l'énergie, les Chinois font des trains qui roulent avec l'énergie solaire. On peut aller nouer des partenariats avec des gens. Il y a des pays qui le font, comme le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria l'a fait. Et nous, on fait quoi? Les rails sont à Lomé. Quand tu veux voir un train à Lomé, c'est le train de Wassem là qui passe à Tikoumé là-bas avec qui dégage une pollution de 1900. La fumée sort, on dirait, on ne sait même plus si c'est le charbon, c'est un train, c'est une locomotive à charbon, on ne sait pas ce que c'est. Et qui bloque la voie. Alors que tout ce que nous voyons là, c'est de la richesse. Et c'est aussi des sources d'emploi. Parce que si vous voulez aujourd'hui mettre en place un système de train urbain à Lomé, mais c'est des gens que vous allez former, c'est des conducteurs de train, c'est des gens que vous allez, c'est l'entretien, c'est des gares que vous allez créer, c'est de l'emploi que vous allez créer. C'est le chômage que vous allez résoudre. C'est à l'université des filières que vous allez créer, à l'ENSI, pour former des gens, des conducteurs de train, des mécaniciens de train, de ceci, des gens qui vont gérer les gares, des agents d'entretien. Ce n'est pas la faute aux autres. C'est nos dirigeants qui sont incompétents, qui sont sans vision,
qui sont au pouvoir juste pour jouir du pouvoir. Parce qu'à côté, les autres le font. À côté, les autres font les miracles. Les autres n'ont pas deux têtes, ils n'ont pas trois têtes, ils ont une seule tête. C'est parce qu'ils aiment leur pays. Donc, imaginez tout ce qu'on peut changer dans notre ville, dans notre capitale, dans les villes voisines. Est-ce que c'est normal que des gens vivent à Thiévié et ils viennent travailler à Lomé et il n'y a pas un système de transport urbain qui puisse les acheminer? C'est normal qu'aujourd'hui, à Néron, qui est totalement rattaché à Lomé, il n'y ait pas un système pour que des gens viennent travailler tranquillement à Lomé. Ils laissent leur voiture, c'est la pollution de moins. On élimine les motos à Lomé. S'il y a un système de transport urbain à Lomé assez organisé, où il y a les trains, il y a les bus, on va éliminer les motos. Donc on aura moins d'accidents, il y aura moins de morts, il y aura moins des individus invalides. Parce que vous faites un accident de moto aujourd'hui, et vous allez à l'hôpital, vous faites peut-être, on va vous opérer, vous allez faire 6 mois de rééducation. Mais si vous êtes un étudiant, vous n'avez pas de sécurité sociale, vous n'avez pas de revenus. C'est ce que vous faites par jour qui vous permet de manger. Si vous êtes immobilisé pendant 6 mois, qui s'occupe de vous? Vous devenez invalide. Vous devenez invalide. Donc, il y a 1001 solutions pourvu que nos dirigeants soient des gens visionnaires et qu'ils se décident à travailler. Qu'ils se décident à travailler. Imaginez ce qu'on peut faire à Lomé seulement. Après, on prend les villes de l'intérieur. Imaginez ce qu'on peut faire. Il suffit de mettre les gens au travail. On a des jeunes même aujourd'hui qui maîtrisent l'énergie solaire. On peut fabriquer des trains. Hein? On peut associer l'ingénierie togolaise à l'ingénierie indienne ou chinoise où on va fabriquer des trains modernes. Des trains qui peuvent faire je ne sais pas quoi. En une journée, on peut faire 4 allers-retours. Le métier vient à des prix très bas qui permettent de soulager les populations. Est-ce que ça là, est-ce que ça je sais pas, c'est impossible? Il n'y a rien à inventer dans le monde. Les gens ont tout inventé. On ne va pas réinventer le soleil ou la lune. Il suffit d'aller voir ce que les autres font. Les Chinois ne font pas mieux que ça. Hein? Les Chinois, ils partent en Occident partout. Ils photographient les choses, ils espionnent les trucs, ils vont chez eux, ils fabriquent et tout ça, et puis ils mettent le nom chinois dessus. Ils font du bricolage comme ça, mais dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils vont acquérir l'expertise. Et donc, nous, quand on fait les analyses, il y a des propositions qui sortent des analyses. On ne le dit pas juste pour jeter l'opprobre sur les dirigeants. On donne des pistes de réflexion. Parce que normalement, dans un pays organisé, les ingénieurs doivent réfléchir, les universitaires doivent réfléchir, les journalistes doivent réfléchir. Tous les corps organisés de la société doivent réfléchir sur des domaines donnés. Là maintenant, il y a les inondations. Bientôt, on va sortir de la saison pluvieuse. Vous n'aurez aucune proposition des ingénieurs, des urbanistes, des géographes. Il n'y aura aucune proposition. L'année prochaine, il y aura la même inondation. Et les gens vont encore pleurer dans leur maison. Ça veut dire que sur le plan de la réflexion, notre pays n'est pas dynamique. Le pays n'avance pas. Et c'est normal, vous savez pourquoi? Parce que dans une dictature, on ne réfléchit pas. Dans une dictature, on ne réfléchit pas. On empêche les gens de réfléchir. On empêche les idées d'éclore. On empêche la réflexion de progresser. C'est pour cela que vous allez voir que sur le plan de la culture, il n'y a pas d'infrastructure culturelle. Parce que la culture, c'est la réflexion. Il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas de conservatoire. Il n'y a rien. J'ai dit ça dans la vidéo de la dernière fois. Parce que toutes ces choses-là, les bibliothèques, tout ça, ça permet de veiller les gens, de conscientiser les gens. L'Europe de la Renaissance, après l'Europe médiévale, c'est l'Europe de la réflexion. C'est ça qui a permis au monde de bouger, d'avancer. C'est tout ça qui continue de guider le monde. Le siècle des Lumières. Mais dans une dictature, on empêche la réflexion. Donc, à un moment donné, il faut que notre pays soit libéré. Libéré même de la réflexion. Pour que les gens aient le courage de dire ouvertement sur la place publique ce qu'ils ont appris à l'école, ce qu'ils ont appris à l'université, de manière à ce qu'en le disant, on ne leur reproche pas qu'ils critiquent un dirigeant ou qu'ils critiquent un ministre. Il y a des gens au Togo qui ont envie de parler, mais le système fait qu'ils ne peuvent pas parler, ils ont peur. Ils disent, ah, si je le dis tout à l'heure, on va dire que je critique le ministre. Si je le dis dans tel domaine, on va dire je fais ci, je fais ça. Je vais avoir des problèmes. Même parmi nos militaires, il y a des expertises. Il y a des expertises. Mais tu vas commencer par raisonner par rapport à ce que tu as appris. On va te poser la question de savoir qui t'a demandé ça. Est-ce que tu n'as pas une intention de faire un coup d'État? Qui t'a dit de réfléchir comme ça?
Une société comme ça, c'est une société morte. Elle n'évolue pas. Elle n'avance pas. Donc, nous devons retrouver les fondamentaux d'une société normale pour permettre à notre pays de se relever. Pour permettre à notre pays de se relever. Sinon, on ne va pas se relever. On va continuer par s'enfoncer. Donc, voilà les sujets que j'ai voulu ramasser aujourd'hui. C'est vrai que j'ai voulu faire court, mais j'ai été un peu long. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut encore dire. Je ne sais pas. Nous avons du travail. Quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins, quand nous voyons ce qui se passe dans les pays voisins, on a du travail. On a énormément du travail. Les Blancs que nous critiquons là, les gars, ils sont très loin. Laissons les histoires de on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il y a des choses qui se passent dans nos pays. Quand on vous dit des choses, laissons tomber notre petite fierté, notre hypocrisie. On dit, ouais, on veut être souverain, nous sommes si. Non, la souveraineté, ce n'est pas le travail qu'on acquiert. Ce n'est pas des dirigeants responsables. C'est par la lutte contre la corruption. Des dirigeants qui ont à cœur les préoccupations de leur pays. Ce n'est pas en passant toute la journée à accuser les autres. Les autres ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables de nos malheurs. Nous sommes les premiers responsables. Vous allez prendre l'argent chez les Français pour traiter les ordures à Lomé. Vous trouvez que c'est normal? Vous êtes souverain comment? Il faut que ce soit les Français qui vous donnent l'argent pour créer le centre d'enfouissement des ordures à Képé. Il faut aller faire un prêt auprès de l'AFD, Agence française de développement, pour créer un centre d'enfouissement des ordures à Képé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les ordures que nous produisons nous-mêmes dans nos maisons chaque jour, il faut que ce soit l'argent d'un pays comme la France qui aide à traiter ces ordures. Vous trouvez que c'est normal? Mais cet argent, les 7 milliards ou bien combien de milliards qu'on est allé prendre chez l'AFD pour créer le centre d'enfouissement d'Aképe, on peut le trouver à Lomé, au Togo, si on lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nos rues à Lomé ne sont pas adressées. Il n'y a pas d'adressage. La dernière fois que les rues ont été adressées au Togo, c'est les pays occidentaux qui ont donné l'argent. Vous ne trouvez pas que c'est une infantilisation? Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui construit les mairies au Togo. C'est les fonds allemands de... Comment vous appelez l'équivalent de l'AFD Allemagne là? La GIZ. C'est la GIZ qui accompagne la décentralisation. L'état civil chez nous, l'état civil, c'est-à-dire que ce qui relève même de la souveraineté de notre pays, c'est-à-dire que quand il y a une naissance au Togo, pour sécuriser un acte de naissance, c'est les pays occidentaux qui vont donner l'argent. Que font nos dirigeants? Les titres fonciers, quand moi, Ferdinand, ou vous qui me suivez, vous achetez un terrain au Togo, pour sécuriser les titres fonciers, c'est les États-Unis qui donnent l'argent à travers le MCC, le Millennium Challenge, pour sécuriser les titres fonciers au Togo. Mais nous avons des dirigeants qui sont milliardaires. Ce n'est pas la faute aux autres. Il y a des domaines encore plus graves que je peux citer, qui sont alimentés par l'argent qui vient de l'extérieur. Alors que nous avons les moyens chez nous, il suffit de les gérer les moyens chez nous avec beaucoup de rigueur, qu'on va dégager les fonds. Pour être à l'abri de ces ingérences extérieures. Parce que celui qui donne l'argent, il dicte la démarche à suivre. Celui qui vous donne de l'argent, il vous dit ce que vous devez faire. Il vous dit ce que vous devez faire. Donc, les gars, il faut que nous soyons exigeants envers nos dirigeants. Il faut que nous soyons exigeants envers nos dirigeants. C'est le plus important. C'est le plus important. Si le Togo était bien géré, je ne dirais pas qu'on va se passer on va se passer des prêts. Aujourd'hui, on est tellement en situation difficile qu'il faut que chaque semaine ou chaque 2 semaines, le gouvernement togolais aille sur le marché financier de l'UEMOA pour lever les emprunts obligataires pour faire tourner l'administration. Pour payer les fonctionnaires. Est-ce que vous savez ça?
Chaque 2 semaines, quand on vous annonce que le Togo a levé 30 milliards, 30 milliards avec un taux d'intérêt sur le marché régional, vous pensez que cet argent sert à quoi? Ça sert à payer les salaires, à financer le fonctionnement de l'administration. Ça veut dire qu'on en est arrivé à un niveau où il n'y a même plus de moyens pour investir, pour faire les routes, pour construire les hôpitaux. Donc le pays a des difficultés financières. Après, vous avez des rapports fantaisistes de la Banque mondiale, du FMI, qui viennent dire que le Togo a amélioré ses indicateurs, que le Togo est dans une situation solide. Mais chaque 2 semaines, on est sur le marché régional pour prêter de l'argent, pour payer les fonctionnaires. Le pays est sur les rotules. Au même moment, dans ce pays qui est sur les rotules, il y a des gens qui sont dans l'administration, qui sont milliardaires. Il y a des gens qui organisent la sortie d'argent tous les jours. Les flux financiers vers Dubaï. Tous les jours, l'argent part. Dubaï, Canada, ça part. Vous avez vu des Blancs qui prennent de l'argent qu'ils vont mettre en Afrique, qui cachent l'argent en Afrique. Et pourquoi les dirigeants africains vont cacher l'argent à Dubaï, à Singapour, en Suisse, en France, aux États-Unis? Après, qui est responsable de ça? Ce n'est pas les autres. Parce que parfois, quand tu meurs, même cet argent, tu ne le récupères pas. Les Blancs bloquent cet argent. Donc, le Togo que nous voulons demain doit être un Togo des hommes de valeur. Un Togo des hommes patriotiques. Des gens qui aiment leur pays avant tout. Des gens qui aiment leur pays avant tout. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Vous avez beau être aux États-Unis, en France, en Allemagne, vous voyez ce qui se passe. Les extrêmes en Europe vont pousser partout. Les extrêmes en Occident, là, ça va pousser partout. Ça va pousser en Occident, ça va pousser en Amérique du Nord, au Canada. Les extrêmes vont pousser partout. C'est un réflexe naturel. Quand les gens ont l'impression d'être envahis chez eux, ils développent des réflexes communautaristes. Ils se replient sur eux. Et donc, tous ceux qui sont à l'extérieur et qui pensent que non, moi je suis Canadien, je suis Américain, je suis Français, je suis Allemand, demain, les Blancs vous diront que vous n'êtes pas d'ici. Quittez chez nous. Quittez chez nous. Et c'est en ce moment que vous allez vous rappeler que vous avez un pays qui s'appelle peut-être le Togo, le Bénin. Donc c'est le seul pays en réalité qu'on a. C'est le seul pays qu'on a. J'ai parfois mal quand je vois des Togolais, pour des questions de nationalité ou pour des questions de je ne sais quoi, d'orgueil, disent que moi je renonce à la nationalité togolaise. Ils ont peut-être leur raison, mais c'est une erreur. Parce que même les gens qui sont métis, qui sont en Europe là, il arrive des moments où on leur dit, vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici. Donc, nous sommes à un tournant de l'histoire du monde où, comme on l'a connu dans les années 45, et peut-être avant, les nationalistes vont monter en puissance dans certains pays en Occident. Et il y aura des actes qui vont vous démontrer que vous êtes des hommes de couleur, vous n'êtes pas d'ici, la nationalité que vous avez, le passeport que vous avez, ce n'est qu'un document, vous n'êtes pas d'ici. En France, là, les gens, on demande, les gens qui veulent, l'extrême droite dit que s'ils viennent au pouvoir, les gens qui ont la double nationalité, il y a certains boulots dont ils n'auront plus assez. Vous imaginez ce que c'est? Il y a certains boulots dont ils n'auront plus assez. Ça veut dire que vous avez beau être peut-être français, allemand, si vous devez travailler dans un ministère, on vous dit non. Parce que vous êtes un étranger. Donc, à la fin du compte, il n'y a que notre pays qui compte. Donc, nous devons être attachés à notre pays. C'est le seul endroit qu'on peut développer, qu'on peut être à l'aise. Donc, aujourd'hui, s'il y a des dirigeants qui ne sont pas visionnaires, qui s'associent avec je ne sais quelle puissance, qui sont en train de détruire nos pays, on doit les dénoncer. Donc, c'est ce travail de prise de conscience que nous devons faire. Vous, les jeunes, arrêtez de passer toute une journée sur TikTok. Arrêtez de passer toute une journée sur TikTok à faire des choses de futilité. C'est vrai que certains parmi vous, ça vous permet de gagner un peu d'argent. Mais pensez à votre pays. Pensez aux hôpitaux. Pensez au manque de routes. Pensez aux écoles. Pensez à vos petits frères. Pensez à ce que vous allez être demain. S'il y a l'insécurité judiciaire au Togo, vous allez beau acheter un terrain, vous ne faites pas la politique, vous allez perdre votre terrain. S'il y a l'insécurité foncière, vous avez beau investir dans le foncier, vous allez perdre un terrain demain. Et ça, c'est vos économies qui vont partir en fumée. S'il y a l'insécurité judiciaire au Togo, vous amenez une entreprise au Togo, ça ne va pas marcher. Ça va tomber à l'eau. Donc, que vous fassiez de la politique ou que vous ne fassiez pas de la politique, quand le pays est malade, c'est tous les corps du pays qui sont malades.
Donc le pays ne va pas bouger. Vous n'allez pas pouvoir investir. Vous n'allez pas pouvoir mettre de l'argent dans quoi que ce soit. Donc, essayons de lutter pour avoir un pays normal. Quand on aura un pays normal, ce pays sera un arbre de sécurité pour nous tous. Et donc, c'est ce que moi, j'essaie de partager avec vous chaque dimanche, autant que je peux. Ça n'a pas... c'est sans acrimonie. Ça n'a aucune... non, c'est sans acrimonie. Et si le Togo va bien, nous serons fiers demain de taper notre poitrine pour dire je viens du Togo. Le Togo est un pays merveilleux. Le Togo se porte bien. Le Togo est bien. Il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a tout ça. Aujourd'hui, vous parcourez le Togo du sud jusqu'au nord. Il n'y a pas d'école d'excellence. Il n'y a pas de collège d'excellence. Il n'y a pas d'université d'excellence. Il n'y a rien. Les autres pays ont des écoles d'excellence, ont des trucs de polytechnique, ont des écoles de référence. Nous, on n'en a pas. Les collèges emblématiques comme le lycée de Tocoin et le lycée de Tocoin, c'est abandonné. On n'a même pas été capable de préserver ces établissements qui ont formé tant de cadres. Ce n'est même pas aujourd'hui des collèges d'excellence. Vous imaginez que le lycée d'Agbalépédo, je vais ouvrir un débat là-dessus. L'année dernière, il a été dit que le lycée d'Agbalépédo, les bâtiments sont devenus fragiles et risquent de s'effondrer sur les élèves. On a évacué tous les élèves du lycée d'Agbalépédo. On est allé les caser à Aklikamé, dans les collèges secondaires. Depuis un an qu'on a fermé le lycée d'Agbalépédo. Je pense qu'on l'appelle toujours le lycée de 2 février. Depuis un an qu'on a fermé le lycée d'Agbalépédo. On n'a pas ouvert le chantier. On n'a même pas rasé. On n'a même pas rasé le bâtiment on n'a pas rasé les bâtiments qui se sont affaiblis. Donc, la rentrée prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours, on va reprendre la rentrée. Le lycée d'Agbalépédo. Un instant, excusez-moi. J'ai eu un souci avec l'eau qui s'est versée sur ma table. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous vous rappelez qu'il y a eu un an, le lycée d'Agbalépédo a été fermé. A été fermé pour des travaux. Parce que l'établissement n'était plus vraiment solide. Il y avait des soucis. Les bâtiments se sont fragilisés. Et donc, il était convenu qu'on évacue les élèves et qu'on essaie de détruire, de raser tout ce qu'il y a comme bâtiment et de reconstruire un nouveau lycée moderne. Depuis un an, le chantier n'a pas démarré. On n'a même pas encore évacué le bâtiment qui s'est affaibli. On n'a pas cassé. Ça va être ainsi aussi pour le marché d'Agoué. Ça veut dire que pour les dirigeants, il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas d'urgence. Donc, quand on a évacué le lycée d'Agbalépédo, on est allé mettre les élèves dans d'autres classes. Les élèves se sont retrouvés 120, 130 par classe. Quel résultat on peut attendre des élèves qui sont à 120, 130 par classe? Donc, normalement, on devait mobiliser toutes les ressources du pays, mettre même peut-être l'armée à contribution, le génie militaire, ou je ne sais pas quoi, pour construire dans les 12 mois un nouveau lycée moderne. De manière à ce que, à la prochaine rentrée, dans 2-3 mois, les anciens élèves retournent leur lycée. Mais vous allez au lycée d'Agbalépédo, les portes sont fermées. L'ancien bâtiment est toujours là, en train de s'affaiblir. On n'en a même pas encore rasé pour commencer un nouveau marché, un nouveau bâtiment, un nouveau chantier. Vous allez au marché d'Agoué, qui a brûlé la dernière fois. Je ne suis pas sûr qu'ils sont en train de faire un travail là-bas pour raser tous les hangars qui sont là-bas, pour prévoir la construction d'un nouveau marché. C'est là-bas pour le moment. Dès qu'on a réussi à aller caser les femmes dans l'ancien Togo Grain, derrière le séminaire là-bas, les femmes sont dans l'eau là-bas, pour eux c'est déjà une solution. Donc, ils ne réfléchissent pas. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui se passent dans notre pays et qui nous amènent à nous poser des questions. Donc, voilà, et j'en ai vraiment fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont pris le temps
de nous écouter aujourd'hui. Je continue de le dire et de le répéter. Le travail des médias est un travail difficile. Le travail des journalistes est un travail difficile. Il n'y a pas un métier plus difficile que le métier de la presse. Ne pensez pas que quand vous écoutez les journalistes parler au micro, faire des trucs là, c'est un truc facile. Quand vous allez dans une école de journalisme, c'est toutes les disciplines que vous étudiez. Hein. Vous faites un peu de tout, les relations internationales, les sciences politiques, comment il faut. Et vous êtes amené à renouveler vos connaissances tous les jours. C'est un travail assez délicat. Donc, quand les journalistes se battent pour aller chercher l'information qui vient le mettre à votre disposition, c'est-à-dire, regardez les faits. Concentrez-vous sur les faits. Arrêtez de dire, voilà. Non, concentrez-vous sur les faits. C'est les faits. Quand un journaliste publie une information, cherchez d'abord à savoir est-ce que les faits sont réels. Une fois que les faits sont réels, c'est l'essentiel. Tout le commentaire qui entoure la tête gondolée du journaliste, le média sur lequel il travaille, ça n'a aucune importance. Est-ce que les faits sont des faits réels? Oui, quand ce sont des faits réels, passe là. Donc, sinon, on ne va pouvoir rien faire dans notre pays. Et sachez qu'un journaliste, il étudie toutes les méthodes pour avoir son information. Toutes les méthodes qui sont des méthodes légales. Si je demande une autorisation pour aller tourner dans un lieu public et qu'on m'interdit de le faire, on m'interdit par abus, je peux aller tourner en caméra cachée. C'est mon travail. Je peux rentrer dans une administration en caméra cachée. C'est du journalisme. C'est du journalisme. Je peux rentrer dans un endroit en caméra cachée. C'est du journalisme. Vous suivez les investigations de notre consoeur, tout ça, sur les médias, des grandes investigations. Il y a ce qu'on tourne en caméra, en caméra réelle, et ce qu'on tourne en caméra cachée. C'est le travail, ce sont les exigences du métier. Donc, si vous ne connaissez pas, demandez. Si vous ne savez pas, posez des questions. On va vous répondre. Plutôt que tout le monde est devenu un censeur, tout le monde veut donner les leçons aux gens. Non. Si vous pensez que le journalisme, c'est ceux qui parlent dans un micro, comme vous les trouvez là, tous ceux qui font TikTok là, ils sont donc des journalistes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est le métier le plus exigeant au monde. Mais le plus passionnant aussi. Qui vous amène partout et qui vous ouvre toutes les portes. C'est vrai que tout le monde n'est pas parfait. Il y a des gens qui font des erreurs. Moi-même, je fais des erreurs. Je suis un humain. Personne n'est au-dessus. Il n'y a personne n'est parfait. Mais quand un journaliste sort une information, assurez-vous que l'information est réelle. Ce sont les faits. Après, tout ce qui entoure ça, si ça fait mal à unir, ça fait mal à un parti politique, on n'a rien à foutre. L'essentiel, c'est que les faits sont relatés comme ça se passe. Après le reste, chacun est libre de faire son commentaire. Et c'est ça que nous devons inculquer à nos populations. Sinon, on ne va pas pouvoir dénoncer un certain nombre de choses. Et la société ne va pas avancer. Donc, moi, je suis là, je fais ce que je peux faire. Il y a beaucoup de gens qui me contactent. À certains, je dis oui, je peux faire ci. À d'autres, je dis non. Parce que nous sommes arrivés à un moment donné, au Togo, c'est comme il y a des gens qui m'ont contacté la dernière fois pour me dire que dans leur service, il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça, alors qu'ils sont nombreux dans le service. J'ai dit, mais faites quelque chose. Et si vous faites quelque chose, nous, on va vous accompagner. Ne pensez pas que si vous ne faites rien, si vous ne luttez pas pour vos droits, nous, on va faire tout à votre place. La dernière fois, quand les dockers se sont soulevés, quand les dockers ont fait les trucs, on les a accompagnés. Les gens m'ont contacté, on a relayé. Il y a des sujets sur lesquels on ne demande pas forcément aux gens de réagir. S'il y a des problèmes, par exemple, les questions des infrastructures, des questions des routes, tout ça, on va le faire. On va dénoncer naturellement. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si vous êtes dans des boulots où vous avez des syndicats, où vous devez revendiquer vos droits,
Et vous ne voulez pas revendiquer vos droits. Et vous pensez que c'est Ferdinand qui a 10 000 km qui va porter vos problèmes? Là, non. Ça ne marche pas comme ça. Parce que la prise de conscience à laquelle nous appelons doit commencer par chacun de nous. Je suis dans un travail, je suis dans une entreprise, on me triche, on me prive de mes droits, je dois protester. Si vous protestez, la presse va vous accompagner. Mais si vous ne protestez pas, ne pensez pas que, bon, voilà, on va appeler Ferdinand, on va appeler des journalistes à Lomé, et puis eux vont nous relayer, et nous, on va dormir tranquillement dans nos maisons, et puis bon, après, bon, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Chaque Togolais, où qu'il se trouve, et qui est brimé, doit réagir. Oui, les lives sur TikTok vont arriver, mon frère, ça va arriver, t'inquiète. Ça va arriver. C'est pas aussi facile pour nous. Hein, c'est pas facile. C'est pas facile. On est sous pression de beaucoup de choses. C'est pas facile. Les lives sur TikTok, ça va arriver. Et je vous appelle encore un peu à la patience. Ça va arriver. Ça va arriver. Nous sommes des gens qui sont dans la nature pour le moment. Donc, on essaie de poser notre pied quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas aussi facile pour nous. Mais ça va arriver. Contentez-vous de ce qu'on fait pour le moment. Vous ne savez pas dans quelles conditions on le fait. Vous ne savez pas comment on arrive à s'en sortir. On fait ça pour le moment. Le reste, ça va suivre. S'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, nous allons encourager ceux qui essayent de dénoncer et en leur apportant nos appuis. Nous allons encourager ceux qui essayent de ne pas être d'accord. Et puis après, pour les autres, si vous ne bougez pas, on ne va pas bouger avec vous. On ne va pas bouger avec vous. Parce que dans ce Togo-là, il faut que chacun apprenne à dire non. Il faut que chacun, dans chaque domaine, apprenne à dire non. Et quand chacun apprend à dire non, ça nous permet tous de converger dans la même direction et de secouer le cocotier. Mais si tout le monde croise les bras, on ne va pas s'en sortir. Donc, je vous souhaite un très bon mois de juillet, un bon début de mois de juillet. Nous entamons le deuxième semestre de l'année. Vous voyez, ça passe très vite. Les années passent très vite. Ça passe très vite. Et une année dans la vie d'un individu, c'est 12 mois. Ça passe énormément vite. Et ce que vous perdez aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez le récupérer en quelques années. Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, nous devons vraiment... Nous avons le droit au bonheur. Je dis toujours aux gens, tout le monde a le droit au bonheur au Togo. Les jeunes, les vieux, tout le monde a le droit au bonheur. Et ceux qui doivent travailler pour le bonheur des Togolais, c'est les dirigeants. Donc, nous devons être exigeants envers eux. Ça ne veut pas dire qu'on leur manque de respect, non. Non. Des gens qui ont la mission du service public doivent être des gens exemplaires, des gens qui doivent rendre compte. Et s'ils refusent de rendre compte, on doit les bousculer. C'est notre droit le plus absolu. Donc, moi, je vous souhaite un bon mois de juillet. Et quand il y a des activités parfois à Lomé, des meetings, si vous pouvez aller, allez-y. Allez-y. C'est des moments d'éveil de conscience. Ne dites pas que, voilà, c'est des opposants. Non. Aucun opposant. Les opposants, ils ont trouvé leur part. Hein. C'est-à-dire, c'est nous. Aucun opposant ne va régler nos problèmes. C'est nous-mêmes qui allons régler nos problèmes. Autant que nous sommes individuellement et collectivement. Donc, moi, je vous dis merci. Merci pour le temps que vous passez à m'entendre, à suivre mon monologue. Parfois, ça débouche sur des monologues. Mais on dit souvent que la répétition, c'est la pédagogie. La répétition, c'est la pédagogie. Essayons de parler à nos frères, à nos sœurs. Essayons de leur dire de faire un usage assez responsable des réseaux sociaux. Essayons de leur dire de ne pas passer toute leur journée à dire des conneries sur les réseaux sociaux. Ils peuvent utiliser des réseaux sociaux aussi pour réveiller les populations tout en étant dans le strict respect de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, chacun n'a qu'à faire sa part, comme l'a dit Monseigneur Bariga. Et puis après, Dieu nous aidera. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que nous aurons toujours la santé de pouvoir faire ce qu'on fait là et de continuer par le faire pour le bien de chacun d'entre nous. Merci à tout le monde et je vous souhaite un bon début de semaine, un bon mois de juillet et puis voilà, à la prochaine. Merci.